C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Rencontre avec Lou Luby, scénariste et dessinatrice de BD. Merci Francine. Alors, on y va. C'est parti mon kiki, bienvenue dans ce podcast. J'ai l'impression d'être un animateur de manège. Oui. Attrapez la queue du Mickey. J'espère que ça va pour vous, mais j'espère vraiment que vous allez bien et que si vous allez pas bien, ça va vite s'arranger. Comment ça va Anso ? Coup-ci, coup-ça. C'est vrai ? Non, mais en fait, il y a toujours une partie de moi, c'est toujours une période de l'année qui est compliquée pour moi avec le changement d'heure. Dès qu'il y a moins de lumière... Ça fait un petit moment qu'on a changé d'heure quand même maintenant. Oui, mais bon, je veux dire, j'ai toujours du... Tu veux dire cette partie de l'année où depuis qu'on a changé d'heure, elle est dure ? Voilà, pour moi, c'est un peu, tu vois, j'aimerais être un ours et hiberner jusqu'à février. Jusqu'à l'arrivée du printemps, quoi. En fait, je veux être un ours. Ouais. C'est peut-être pour ça que là, parce qu'on enregistre chez toi actuellement, c'est peut-être pour ça qu'il y a la boîte devant moi que j'ouvre de Super Mario Wonder sur Nintendo Switch. C'est un cadeau de mon grand frère que j'embrasse, oui. Merci grand frère. C'est que tu passes tes journées à ça quoi en ce moment. Oui, je l'ai fini. Ah, ça y est ? Oui, je l'ai terminé, j'ai battu Bowser, j'ai débloqué tous les mondes alors, qu'est-ce que tu imaginaires. nous dis ? Ça va pas, t'as battu Bowser. vrai. T'es comme Steve Jobs qui vient de créer Apple, qui surfe sur des millions de dollars et qui dit « Ouais, j'ai créé Apple, mais ça va moyen. » Mais peut-être que Steve Jobs, il aimait juste pas l'heure d'hiver. Hein. T'as battu Bowser. Ouais, d'ailleurs, si je puis me permettre, il est pas si compliqué que ça. Bon, Ok. il est pas très compliqué à battre. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il parle de jeux vidéo ? Parce que ça n'a rien à voir. Si ça a à voir. C'est vrai que ça a un peu beaucoup à voir avec notre invitée, puisque elle bosse aussi dans le secteur des jeux vidéo, ou elle a bossé dans le secteur des jeux vidéo. On va en parler avec elle. On va recevoir en fait une créatrice de bande dessinée que j'ai connue par hasard parce qu'on m'a offert une BD qui parlait d'un truc qui m'a beaucoup parlé. Et en allant voir en fait avec Anso ce qu'elle faisait d'autre, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'œuvres déjà très différentes avec plein de thèmes différents à aborder. Et je trouve que le livre, c'est pas moi qui invente ça, mais c'est un super moyen de faire passer des messages. Quoi ? Non mais j'aimerais ressortir cette phrase et te la faire graver sur une médaille. Le livre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais non, mais c'est pas ça que c'était le livre, virgule. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ce genre d'expression, parce que tellement qu'elle est, j'enfonce une porte ouverte. Mais ce que je voulais dire, c'est D'accord, on mettra le livre, virgule. C'est pas moi qui l'ai inventé. Bon bref, c'est super pour moi je sais que ça m'a fait évoluer sur plein de choses en fait. Dès que tu lis quelque chose, que tu es dans ton coin tranquille, que personne ne t'emmerde, que ce soit à travers une œuvre fictionnée ou des livres qui t'aident à travailler sur toi clairement, de développement personnel, ou que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des films aussi, toutes ces œuvres-là, je trouve qu'elles sont hyper importantes pour créer des déclics des fois, et puis pour se dire tiens je me sens moins seul dans telle ou telle configuration. C'est vrai, moi ça m'a fait ça quand j'ai vu Aladdin. J'étais hyper émotionnée. Non, mais là, c'est vrai qu'en fait, on parle de formes d'art un peu utiles. On se questionne, on parle des émotions, on parle du monde qui change, et c'est exactement ce qu'elle fait, Lou Luby, dedans. Et on va aussi parler notamment d'un livre qu'elle a sorti et qui a été un gros bouleversement dans sa vie, dont d'ailleurs, elle ne veut plus trop parler. Du coup, on va en parler avec elle parce qu'elle ne veut plus trop en parler. Non, mais j'aimerais qu'on comprenne pourquoi elle ne veut plus en parler, parce que ça a du sens et que parfois, en fait... Je crois qu'en plus ça va parler du livre que moi j'ai adoré, donc ça tombe bien, qu'on m'a offert. Je sais pas si ça tombe bien, mais en tout cas ça tombe. Ça parle d'une condition, on va dire, je sais pas comment dire, psychologique que nous pouvons avoir. Ça aussi, on le fera graver sur une médaille. Je t'en supplie, on va faire toute une collection de bijoux et on le vendra chez Claire's. Voilà. Vivement Noël. Mais en fait, elle parle aussi, elle traite aussi des sujets comme les hypersensibles ou les surdoués. Les surdoués, je dis hypersensibles, parce que ça a souvent un lien. Il y a beaucoup de HPI qui sont hypersensibles, mais c'est surtout les HPI qui sont dans une bande dessinée. Il y a la place de l'homme aussi dans L'homme de la situation, une autre BD. Bon, de toute façon, le mieux, c'est d'en parler avec elle directement, puisqu'elle vient de se connecter sur l'outil Internet. Oh, qu'est-ce que c'est magique, hein. Merci Steve Jobs. Alors pour ceux qui... là, c'est pas lui qui a inventé Internet. Pour ceux qui connaissent pas Internet, c'est comme Encarta. Vous voyez la grosse encyclopédie qu'on a sur Windows 95, ou Windows, je sais plus lequel. Alors, c'est comme une encyclopédie, quoi. Voilà, sauf que ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà, c'était intéressant, mais bien sûr. Alors, on accueille notre invité ou pas ? Oui, avec Mets plaisir. du parfum, s'il te plaît. Remets tes chaussures et attention, on l'accueille tout de suite. C'est Lou Luby qui est avec nous. Bonjour Lou. Bonjour.
Bienvenue dans le podcast, merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, enchantée de vous rencontrer aujourd'hui, de pouvoir discuter avec vous. Alors pour ceux qui nous écoutent, ouais. Lou ne s'appelle pas que Lou, elle s'appelle Lou Luby. Et figurez-vous que ça, on ne l'a pas dit il y a quelques instants, mais Si. qu'elle est autrice de BD. Ah, j'avais pas dit qu'elle était autrice de BD. Non, c'est vrai. ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit. Tu confirmes, Lulubi, tu es autrice de BD. Je suis scénariste et dessinatrice, tout à fait. Plutôt scénariste quand j'ai le choix et dessinatrice, disons, par nécessité. Alors ça, c'est un truc qui est arrivé assez vite dans ta vie, de savoir que tu avais envie d'écrire, de dessiner. J'avais envie d'écrire, en fait, quand j'étais ado, moi, je rêvais d'être romancière. Je voulais écrire des romans fleuves de fantaisie avec beaucoup, beaucoup de tomes et des personnages aux noms très alambiqués. Ok. Il se trouve que j'ai fini par écrire des romans. Alors, c'était pas des romans de fantaisie, mais quand j'étais très jeune, j'avais 19 ans quand mes premiers romans sont parus. Et en fait, je suis arrivée à la bande dessinée un peu par hasard parce que suite à la publication de mes romans, on m'a proposé de faire du scénario pour une BD qui était déjà en projet, où il y avait un dessinateur qui avait été recruté. Mhm. Puis, à partir de là, une fois que cette BD est sortie, je me suis dit que ça m'avait bien plu, que j'aimerais bien continuer. Et que ben voilà, j'avais 19-20 ans, donc j'étais personne qui allait vouloir dessiner mes idées. Personne, tout le monde a des idées. Mhm. Donc je me suis dit qu'il fallait que je dessine moi-même, et c'est là que je me suis mise au dessin et que petit à petit, laborieusement, j'ai appris à dessiner. Voilà, donc ça fait 14 ans. Donc tu as appris à dessiner, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que comme moi, tu avais une base de dessin où pour dessiner un bonhomme, tu fais un rond et puis des bâtons, quoi? Je dessinais un peu quand j'étais quand même enfant et ado. Et puis on m'a dit que mes dessins étaient pas bien et que ça ressemblait à du manga et qu'il fallait pas faire du manga. Et en fait, j'ai tout arrêté. Ok. Et effectivement, j'ai repris à un niveau qui était quasiment du bonhomme bâton. J'ai tout désappris et j'ai tout réappris avec beaucoup de complexes. Donc ça a été, je pense, un creux vraiment dommage dans mon parcours d'artiste. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de psychologie. Ouais, hein, à l'école, c'est qui- qu'on sait ouais, parler aux enfants. Hein. ouais, qui t'a bien dit que c'était pourri ce que tu faisais. Donc ça, c'est cool pour la confiance. Ça, c'est à cause des profs comme ça que je suis pas devenu président de la République. Mais c'est exactement ça. J'ai baissé les bras. Bah oui, ça Et m'étonne. alors, avant qu'on rentre dans le détail, dans ce que tu fais et de parler des BD que tu as pu sortir, je voulais savoir, vu que ce podcast s'appelle Le plein de sens et que ça fait longtemps qu'on n'a pas posé cette question, est-ce que tu saurais dire, toi, ce qui fait sens dans ce boulot-là pour toi, dans le fait de raconter des choses via l'écriture? Je vais rester large parce qu'aujourd'hui, c'est la BD, mais ça va peut-être encore évoluer. Pour moi, c'était indispensable d'être créative et de pouvoir partager des histoires et des concepts avec les gens. En fait, il y a une foule de choses qui m'intéressent, une foule d'histoires que j'ai envie de raconter dans plein de genres différents. Et je voulais les raconter à ma façon. Et c'est pour ça que j'ai choisi un métier qui s'exerce en solo ou en petit binôme, mais rarement plus, parce que ça me permet d'avoir une démarche d'autrice, de vraiment, j'ai envie de dire, maîtriser tous les aspects de la production, mais c'est pas tant une question de contrôle que de liberté de faire les choses à ma façon. Et je pense que voilà, mon rêve d'être romancière, c'était déjà les prémices de ça. Et au final, dans la bande dessinée, je le retrouve sous une autre forme. Donc, ce qui fait sens pour moi, ouais, c'est de pouvoir mener ma barque seule et partager ce que j'ai dans la tête, en fait. Ouais, donc il y a une forte intuition, pardon, dans ce que tu fais. T'as une espèce de boussole intérieure qui fait que tu peux partir sur un thème, un truc parce que tu le sens, que ça vibre, que ça sonne juste, et sans te poser la question de est-ce que c'est bien ou pas, ou sans avoir un supérieur hiérarchique qui pourrait dire ah, tu sais, c'est pas très vendeur ce thème, peut-être tu devrais parler plus de courses de voitures. Je sais pas, j'ai pas pas systématiquement, en tout cas, des certitudes. Ça m'arrive de douter énormément quand un projet se termine, d'avoir aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Ça peut être très compliqué. Et j'ai quand même besoin aussi du regard des autres, d'avis extérieurs. Je me laisse guider notamment par mes éditrices, par mon agent. J'aime beaucoup aussi partager avec un petit groupe de lecteurs un peu VIP qui m'accompagnent. Et ben voilà, en discuter avec eux, prendre leur retour. Donc, il y a une différence entre choisir mon cap et le mener et une solitude absolue. Alors du coup, Lou, est-ce que tu peux nous parler justement de comment on fabrique une BD, justement, comment elle se découpe tes journées, parce que tu vois, je trouve qu'il y a un gros fantasme aussi autour de ce métier-là,
Enfin, tu vois, c'est pas un peu décrédibilisé en vrai le métier d'auteur de BD c'est pas plus stigmatisé qu'un auteur de roman? Il y a pas un côté c'est un auteur de BD, les BD c'est, je sais pas. C'est possible qu'il y ait un côté, en termes de littérature, moins prestigieux. C'est vrai que des fois, j'ai des conversations avec des gens, mais un peu lunaires, qui me disent que c'est pas des livres, la BD. Donc, je ne sais pas ce que c'est si c'est pas des livres. D'accord. Mais en même temps, paradoxalement, le métier d'auteur de bande dessinée est beaucoup plus professionnalisé que le métier de romancier, parce que on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une production. Je compare avec le jeu vidéo parce que c'est le milieu dont je suis issue à la base et où mes études consistaient à apprendre à gérer des productions de jeux vidéo. Et en fait, pour moi, la bande dessinée, c'est exactement la même chose. On est sur une activité qui ne peut s'exercer qu'à temps complet parce que sinon, c'est la noyade. En fait, c'est un travail énorme de faire de la bande dessinée. C'est rarissime les auteurs qui arrivent à mener un autre travail en parallèle. Et pour moi, c'est très important d'avoir conscience effectivement qu'il s'agit pas d'un projet, parce que projet c'est quelque chose qu'on projette, c'est un mot qui renvoie à quelque chose d'un peu creux et d'un peu dans le futur. Pour moi, la bande dessinée, ce sont des productions. Donc de la même façon que c'est le cas dans le jeu vidéo, je découpe d'abord en pré-production, qui est la phase où je fais des recherches, où je vais monter un dossier pour le présenter à mes éditrices, pouvoir discuter, etc. Ensuite, il y a la phase de production, qui est la phase pendant laquelle je vais écrire et dessiner les planches. Et ensuite, il y a la phase de post-production qui va être la phase de correction, de travailler sur la maquette, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est très important de parler en ces termes-là parce qu'on est sur une création un objet culturel, un produit culturel et pas seulement de l'art un peu éthéré, brut, avec cette notion de création. Et puis moi, je trouve que à travers la BD, en plus, on peut aborder quand même des thèmes ultra sérieux. Surtout, je trouve que par rapport à il y a quelques années encore, moi, j'ai toujours aimé la BD étant enfant, tu vois. Mais par exemple, je lisais Le Petit Spirou, tu vois, donc c'est quand même pas quelque chose qui t'élève non plus vers le haut. Mais aujourd'hui, pour la BD pour adultes, il y a quand même énormément de choses. Tu vois, je pense au livre Les algues vertes où j'ai appris plein de trucs dans ce livre. Je suis en train de lire une BD suédoise qui traite de féminisme, qui est hyper bien faite aussi. Et je trouve que quand même, le milieu change. T'es pas d'accord ? Le milieu change parce qu'on se rend compte que la bande dessinée n'est pas seulement un divertissement comme ce que ça a pu être, je pense, Le Petit Spirou, on est clairement dans du divertissement. On se rend compte aujourd'hui que c'est juste un médium qui permet de véhiculer toutes sortes de contenus. Effectivement, ça peut aussi être de l'information. Moi, je travaille beaucoup dans le registre didactique, pas uniquement, mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que on a à la fois ce côté objet livre littéraire qui permet d'apporter beaucoup de contenu, en même temps c'est imagé parce qu'on a toute la partie dessin évidemment. Et puis, on a, le côté petite production, contrairement à un documentaire, par exemple, qui va nécessiter beaucoup de matériel, beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, donc qui peut être produit à plus petite échelle, et c'est très intéressant aussi. Mais moi, j'avoue, c'est ce qui m'a aussi plu quand je t'ai découvert, c'est que y a des thèmes qui me parlaient. Alors, par exemple, tu as sorti Comme un oiseau dans un bocal qui parle des HPI. Si je dis pas de bêtises. Oui, moi, on m'a offert Goupil-ou-Face, qui parle de la cyclothymie, donc qui est dans la grande famille des maladies bipolaires, enfin des troubles bipolaires. Et j'expliquerai pourquoi on m'a offert ça c'est pas pour rien. Il y a un livre qui parle de la masculinité, c'est l'homme de la situation. Sur cette part de fragilité, c'est ça qu'on n'assume pas chez les hommes. C'est ça, mais alors pour le coup, on est sur des thrillers fantastiques, donc même si c'est la thématique de fond, dans les faits, on va se retrouver dans une histoire à suspense. C'est pas, à la différence des deux autres qui pour le coup sont vraiment des ouvrages didactiques qui creusent un sujet. 100%, ok. Là, on est sur de la fiction totale. Ok, d'accord. En tout cas, moi, tu vois, quand on m'a offert ta BD, moi, je ne lis pas du tout de bande dessinée depuis que je suis tout petit, parce que justement, comme on le disait, je l'avais étiqueté divertissement, et ça ne m'intéressait plus aujourd'hui. Et il se trouve que quand on m'a offert Goupil-ou-Face, j'ai trouvé ça génial, parce que justement, je me suis rendu compte qu'en plus d'aborder un sujet qui, moi, m'intéressait beaucoup, enfin, je sais pas, il y a un truc assez magique. En fait, c'est comme si j'avais ressenti ton énergie en lisant cette bande dessinée. C'est comme si y a un truc hyper
excitant, joyeux, et en même temps on apprend des choses, mais je sais pas comment expliquer. En fait, je me suis rappelé de pourquoi j'aimais les BD quand j'étais enfant. À savoir que il y avait un côté transmission d'émotions qui sont les mêmes que tu peux ressentir quand tu peux regarder un film ou un dessin animé, mais en moins abrutissant, parce que tu peux avoir tendance vite fait à avoir la bouche ouverte et la bave qui coule quand tu regardes un programme parce que tu es aspiré par le truc. Que la bande dessinée, tu restes un peu toujours maître, enfin tu gères la vitesse à laquelle tu lis. Est-ce que tu veux dévorer le truc? Est-ce que tu veux ralentir un peu? Enfin, tu es quand même maître du truc tout en te faisant totalement capter. Je sais pas si je suis très clair quand Si, mais tu parles avec passion, donc je devrais peut-être préciser que j'ai pris des champignons hallucinogènes juste avant cette interview. Non mais bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi il y a eu un truc très très excitant, exaltant. Je n'utiliserai même ce mot qu'on utilise d'habitude que sur les affiches de films, jubilatoire. Voilà. C'est vraiment un truc. En général, tu utilises ce mot pour les comédies avec Franck Dubosc. Jubilatoire. Ouais, c'est vrai. Paris Première. Mais du coup, il faut qu'on en parle d'ailleurs de ça, parce que nous, à la base, c'est vrai que Lou, on l'avait contacté en lui disant, on aimerait bien que tu nous parles de ça parce que ça nous touche, etc. Et c'est vrai que bon, on avait mal regardé, mais il y avait quand même tout un post qui était très bien expliqué sur Instagram, où tu as décidé de ne plus parler de cette BD. Et je trouve ça hyper important de rappeler pourquoi. Oui, et ben ça a été très très lourd à porter en fait d'écrire une BD donc autobiographique sur le trouble bipolaire fait que énormément de lecteurs s'y sont reconnus, évidemment, de personnes elles-mêmes atteintes de troubles bipolaires et donc qui sont des personnes qui souffrent, qui sont en recherche de réponses et de solutions, et le fait que ce soit autobiographique me plaçait à la fois dans une position d'experte que je ne suis pas, parce que voilà, mon expertise, moi, c'est la bande dessinée, hein, je suis pas psy, et à la fois dans un côté de père aidante, d'âme sœur. Il y a des gens qui se reconnaissaient énormément dans ce qu'ils avaient lu, donc qui pensaient qu'on se ressemblait beaucoup et que j'allais les comprendre. Le problème, c'est que les gens en face de moi, ils sont des milliers. Moi, j'ai pas la capacité émotionnelle d'aider des milliers de personnes, et encore moins de recevoir autant de souffrances, autant d'histoires. J'ai pas les ressources pour tout le monde. Enfin, je suis pas une professionnelle de santé. Et de ce qui était au début un partage qui me faisait très plaisir parce que je trouvais enfin un écho chez certains lecteurs, est très vite devenu pesant, voire anxiogène. Et dans les derniers moments, à chaque fois que je recevais un mail qui s'intitulait Merci, avant même d'avoir ouvert et lu ce que c'était, j'étais très angoissée, très angoissée. Et c'est à ce stade-là que j'ai pris la décision d'arrêter, parce que je pouvais plus, et il s'est passé des choses terribles sont passées dans mes messages privés, le pire étant une femme qui voulait se suicider et donc qui m'écrivait en direct pour que je l'en empêche. C'était un 24 décembre, donc pendant que tout le monde autour de moi s'affairait à préparer le réveillon, moi j'étais avec elle sur les réseaux sociaux à essayer de la dissuader, et je pouvais pas faire autrement, mais clairement, c'est trop lourd, en fait. Ouais, j'ai jamais demandé ça, j'en suis pas capable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de prendre mes distances. Donc, Goupil-Loufa, c'est une bande dessinée de laquelle je ne parle plus. D'accord. Et c'est dommage parce qu'elle est super, quand même. Elle est super, mais elle peut exister en tant qu'elle-même. Tout à fait. C'est ça, en fait. Je l'ai délivrée. Elle existe, il y a des ressources autour. C'est juste moi, en tant que personne, je peux plus m'engager là-dessus, mais la bande dessinée reste là pour vous. On a pu te le reprocher, ça, Lou, par exemple, des gens qui n'ont pas spécialement lu ton post Instagram, qui peuvent se dire, non mais attends, elle se la raconte, elle répond pas à mon message. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est jamais arrivé. Et honnêtement, ma santé mentale et mon bien-être passent là en premier, parce que j'en ai déjà beaucoup donné, donc ça m'est un peu égal. Je pense que les gens sont capables de comprendre aussi. Et puis, je fais en sorte que ce soit lisible. Ce post-là, il est relativement visible, et notamment si on m'envoie un message via mon site et qu'on utilise certains mots-clés liés à cette bande dessinée, je fais apparaître le message. Donc, en fait, les gens savent, quand ils me contactent, ils savent que je veux plus en parler. Mais c'est quelque chose qui ne se limite pas à moi, parce que Sophie Lambda, qui est l'autrice de Tant pis pour l'amour, qui parle de sa relation avec un pervers narcissique, a eu exactement le même problème que moi et a posté exactement le même message que moi en disant « Stop, j'en peux plus des gens qui viennent vers moi et qui m'appellent au secours. Au secours, il m'a frappé, il m'a violé. » C'est trop dur, en fait. On peut pas, en tant qu'autrice, auteur, recevoir tout ça.
Et c'est indispensable de mettre une distance aussi et d'orienter vers des ressources qui sont des ressources dédiées à ça. Oui, et puis c'est bien de parler de ce sujet parce qu'il peut y avoir très facilement beaucoup de confusion. Comme tu le dis, tu n'es pas une experte des troubles bipolaires, tu n'as pas une formation là-dedans, tu n'es pas médecin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es experte de ta vie. C'est pas Patriarcat qui nous avait sorti cette phrase une fois, genre tu es expert de ta vie. Mais c'est vrai, la seule chose dont on est expert, c'est bien notre vie. On est les seuls à l'avoir vécu jusqu'à présent et à savoir ce qu'on a ressenti à tel ou tel moment. Et donc, c'est ce que tu fais aussi quand tu racontes ton histoire dans Goupil ou Face, c'est que tu nous racontes ton histoire. Tu ne nous racontes pas voilà ce que c'est qu'être atteint de cyclothymie, qui est dans la grande famille, je le rappelle, de la bipolarité. Mais c'est voici ce qui m'est arrivé, voici ce que j'ai ressenti, voici les questions que je me suis posées, et point. Donc c'est vrai que, a priori, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça pourrait sembler normal de se dire, bah, évidemment qu'on ne va pas l'appeler ou la contacter, lui envoyer des messages pour dire aide-moi. Ça pourrait paraître logique. Mais en vrai, l'humain est super compliqué dans le sens où quand on souffre, surtout quand on est dans une position dans sa vie où vraiment on est en souffrance et qu'on a l'impression souvent, quand on est en grande souffrance, on a l'impression d'être seul et que personne ne te comprend, putain. Et les gens, des fois, ils essayent de t'aider et puis plus ils essaient, plus ils vont te dire des trucs qui te font du mal ou qui vont à l'inverse de ce que tu as envie d'entendre. Et putain, tu dis comment je vais m'en sortir. Et là, un jour, tu lis une BD ou tu entends une musique à la radio avec le chanteur qui dit exactement ce que tu ressens. Et là, forcément, il y a un lien émotionnel fort qui va se créer. Et si tu te retrouves face à la personne, donc tu peux la contacter, comme c'est le cas aujourd'hui avec Instagram. Il y a 30 ans, on ne se posait pas la question. Fallait écrire une lettre à Johnny Hallyday. Alors, déjà, à écrire, aller acheter un timbre et tout, tu disais « Ah, merde !» Et c'est vrai qu'allumer le feu, ça résume ma vie, mais merde, j'ai la flemme de lui dire. Mais par contre, évidemment qu'aujourd'hui, avec Instagram, tout le monde est hyper atteignable et c'est super dur aussi de se positionner de l'autre côté en tant qu'artiste, quel qu'il soit, pour savoir où fixer la limite, quoi. Soit je réponds à aucun message, mais bon, je peux passer pour un connard et tout, et puis moi, j'aurais aimé à l'époque qu'on me réponde, ok. Soit je réponds et j'essaie d'aider, mais très vite, ça peut grignoter beaucoup de place dans ma vie et ça peut être très difficile à gérer. Donc je comprends, mais c'est aussi à nous, en tant que fans, entre guillemets, ou en tant qu'être humain touché par une œuvre, de se rappeler que, ok, ça nous a touché, ça nous a parlé, mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité maintenant ou attendre trop de la personne qui nous a touchés. Bref, elle était longue encore cette phrase. Là, il y a une vraie nécessité de séparer l'œuvre de la personne qui l'a créée. Je parle volontairement pas d'artiste parce que le terme d'artiste est un peu à mi-chemin entre les deux, mais on peut s'identifier à une œuvre. Moi, cette BD-là, je l'ai écrite... je l'ai commencé, ça fait 8-9 ans. Je suis pas la personne qui a écrit cette œuvre, en fait. J'ai beaucoup changé, évolué. C'est vraiment une confusion qui est faite, en l'occurrence, par les lecteurs, entre cette bande dessinée qui existe en soi et moi qui suis distincte. Et justement, ça peut paraître aussi hyper maladroit de se dire que tu te livres sur la cyclothymie, donc des changements d'humeur, et que du coup, tu peux être très fragile à certains moments. Et de débarquer comme ça en message tout le temps, de toute part hyper invasif, faire partie de ce groupe de personnes qui se dirigent vers toi via message pour dire « Ah, coucou, tu peux m'aider ?» C'est quand même assez maladroit, je me dis. Mais moi, en tout cas, je te remercie quand même à titre personnel, puisque grâce à cette bande dessinée, en tout cas, j'ai pu apprendre des choses. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai des troubles bipolaires ou si j'ai... Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup de similitudes sur certains points. Et ce que j'ai fait, au lieu de t'envoyer un message, parce que je n'avais pas envie que tu me casses la gueule, c'est que je suis allé chez un psychiatre, par exemple. J'ai pris rendez-vous, on a fait un bilan psychologique et c'est super. Bah oui, c'est le but, hein. C'est la bonne personne pour répondre à ce genre de questions. Par contre, il est nul en BD. Hein. Je lui ai demandé de me faire mon ordonnance en BD, c'était nul. Lou, du coup, est-ce que par rapport à ce qu'on vient d'expliquer par rapport à Goupil ou Face, est-ce que du coup, avoir traversé cette période un peu difficile, ça t'a fait te poser des questions sur les prochains thèmes de tes prochaines productions, par exemple? Ça m'a fait me poser des questions quand j'ai proposé à mon agent l'idée de bosser sur le HPI. Il m'a dit fais attention parce que tu vas te retrouver avec un deuxième Goupil ou Face. Ce qui effectivement m'a fait repousser l'écriture de cette BD. J'ai fait du coup un autre album avant parce que je redoutais vraiment ça. Au final, c'est différent parce que c'est pas mon histoire, donc il n'y a pas cette part d'identification qui peut être projetée comme c'était le cas dans l'autobio.
Et puis, le HPI n'est pas une maladie. Donc, en fait, même si les gens peuvent avoir des difficultés avec cette situation-là, c'est pas autant de souffrance que d'avoir un trouble psychiatrique, clairement. Donc, le poids à porter n'est pas le même. Et en fait, je reçois plus des messages très positifs de personnes qui me disent qu'elles s'y sont reconnues, mais il n'y a pas d'attente de leur part, il n'y a pas d'appel à l'aide, c'est simplement un partage qu'elles me font de leur ressenti. Et ça, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Alors, Vous pouvez envoyer plein de messages à Lou. Ouais. Tant que c'est des messages d'amour, tout va bien. HPI, je sais pas si on l'a dit, mais c'est au potentiel intellectuel. On en parle de plus en plus parce que, je sais pas, parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde plus Et facilement. parce qu'il y a une En tout cas, série sur TF1. Hein. il y a une série sur TF1, tout à fait. C'est d'ailleurs qui a été totalement pas du tout adaptée de la bande dessinée de Lou. Et c'est dommage, du coup, parce que j'aime pas trop la série. Je suis pas trop fan de ce genre de série. Pourtant, ça cartonne, hein, c'est fou. Oui, mais parce que justement, c'est léger, en fait. Mais ce qui est intéressant là-dessus aussi, sur le fait d'aborder des thèmes comme celui-ci, c'est que quand justement tu es au potentiel intellectuel, même si ça peut représenter un spectre aussi assez large au potentiel, voilà, il n'empêche que tu peux vite avoir l'impression que tu es tout l'inverse aussi, que tu es quelqu'un d'un peu bête parce que tu travailles pas comme les autres, tu comprends pas les choses comme les autres, tu passes pas par les mêmes chemins pour arriver à un résultat et tu peux vite te sentir en marge et te dire ouais, en fait je suis un abruti, quoi. Et bref, tout ça pour dire que plus il y a d'œuvres qui permettent d'aborder ces thèmes-là différentes, plus c'est important, parce que c'est toujours chiant de se dire qu'il y a des gens qui passent peut-être à côté de ce qu'ils sont dans la vie et que ça leur met du coup des bâtons dans les roues, quoi. Pour toi, c'était primordial d'aborder ce sujet-là? En fait, ma démarche, elle est inverse. C'est pas tant pour les gens qui passent à côté de ce qu'ils sont, c'est plus pour les gens qui ne sont pas concernés et qui ont des fausses idées. D'accord. Parce que la jeunesse de ce projet, c'est des discussions avec un de mes amis qui est surdoué, où je l'avais pas du tout vu venir parce que, je sais pas, je suis peut-être très nulle pour repérer ce genre de choses, mais en tout cas, je m'en doutais absolument pas. Et en fait, il ne le dit pas. Et non seulement il ne le dit pas, mais en plus, il a tendance même à mentir pour ne pas le dire. Donc, quand on lui demande t'as pas pensé à passer un test de QI? Parce que quand même... Et lui, il fait « Ah non, non, moi, ça m'intéresse pas. Je suis sûre que non. » Alors qu'il sait très bien que si, parce que depuis qu'il est tout petit, il est au courant qu'il est surdoué. Il a passé un test petit, il a grandi avec cette connaissance de lui-même. Donc, il bullshit, clairement, il bullshit. D'accord. Et je me suis demandé pourquoi, parce que c'est pas un trouble, c'est pas une maladie, il n'y a pas de honte, en fait. Et j'ai fini par prendre conscience que ce qu'il n'assume pas, c'est la vision que les gens, pas forcément très bien renseignés, peuvent avoir des surdoués, avec ce côté ou très arrogant parce que je suis supérieure aux autres, ou un côté plaintif parce que tu comprends, moi je suis différent, c'est difficile. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, voilà, je suis spéciale. C'est pour ça aussi que c'est très très à la mode en ce moment. Tout à l'heure, tu disais que ça recouvre un spectre très large, mais c'est faux. Surdoué, c'est 2,2% de la population et c'est une définition très précise, au contraire. Et justement, lui, ce qui l'embête... Quand je disais large, pardon, je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, mais je voulais dire que quand tu es au-dessus d'un certain QI, tu peux être juste au-dessus et tu peux être largement au-dessus. Je veux dire, dans les surdoués, il y a quand même différents types de surdoués. Il y a des méga surdoués, puis il y a les surdoués juniors qu'on regarde un peu comme ça du coin de l'œil en disant « Ouais, ça va ». C'est légèrement au-dessus de la moyenne. Enfin voilà, c'est ce que m'avait expliqué ma psy quand moi aussi j'avais fait un test, et que je peux vous dire que wouh, je le suis pas. Mais donc en tout cas, mon but était plutôt de faire tomber ces préjugés-là et justement de préciser ce que c'était et de permettre aussi, indirectement à mon ami de vous parler, de vous raconter ce qu'il est, ce qu'il ressent, parce que le personnage de Bordeaux dans Comme un oiseau dans un bocal est directement inspiré de lui. Alors le reste est fictif, mais Bordeaux, c'est vraiment sa voix, c'est son ressenti, c'est son vécu. Et ça me permet, j'espère, de faire tomber un peu toutes ces idées reçues qui sont très très préjudiciables à beaucoup de titres. Et moi, c'était plus dans cette démarche-là. Alors c'est vrai que dans les retours de lecteurs, j'ai plus des gens surdoués qui me disent « Ah je m'y suis reconnue ». Mais dans les faits, j'aimerais beaucoup que les personnes pas surdouées le lisent parce que c'est à elles que je vais m'adresser en premier lieu. Et ça doit être trop cool d'être pote avec toi, en fait, Lou. En vrai, ça doit être super parce que... Du coup, on est dans une BD après, c'est ça? Ouais, après, on est dans une BD parce que moi, je suis diabétique et en fait, il y a beaucoup de
d'a priori Elle te sur vend le un diabète scénario de là. type 1. On dirait une discussion, mais elle te vend un scénario. Fais attention. Ouais. Donc si jamais, enfin bref, t'as mon numéro quoi. Sur les- S'appeler quoi. Non mais bien sûr, oui, bien sûr qu'on peut faire une BD sur toi. C'est ça que tu voulais? Bah oui, c'était un peu dit comme ça, mal dit mais un peu dit comme ça. Non, mais c'est vrai que en tout cas, ça montre qu'il y a une vraie volonté de transmettre des choses, il y a une vraie curiosité chez toi et que t'es pas juste auto-centré. C'est hyper méchant comme expression. Mais tu vois ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Mon œuvre n'est pas mon nombril. ouais. Contrairement à Et Anso. d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'homme de la situation et je pense que c'est la bande dessinée la plus éloignée de moi que j'ai faite puisque le rôle principal est celui d'un homme blanc, cis, hétéro, 36 ans, professeur d'école, enfin bref, quelque chose que je ne suis absolument pas. Et c'était assez marrant d'incarner un personnage très très différent de moi et de le faire évoluer. Pour le coup, c'était vraiment dans de la fiction, mais c'était marrant comme expérience. Du coup, quand tu inventes des personnages comme ça, est-ce que pendant tout ce processus de production, tu manges ce personnage, tu penses le personnage, enfin, est-ce que tu arrives à des moments à être un peu éloigné de ce personnage ou est-ce que d'un coup, il fait vraiment partie de ta vie, tu vois? Comme un acteur, quoi, comme Gérard Depardieu quand il a préparé. Cyrano? Ouais, j'allais dire un film parce que j'avais zéro exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est un parallèle que je faisais beaucoup pour La fille dans l'écran. Qui est une bande dessinée, c'est une romance entre la France et le Québec, entre deux jeunes femmes qui échangent des messages et qui finissent par tomber amoureuses, et qui est une bande dessinée que j'ai réalisée, que j'ai co-écrite et co-dessinée avec Manon Desvaux. Et en fait, chacune d'entre nous incarnait l'un des deux personnages. Donc moi, je jouais la québécoise, et on dessinait chacune une page sur deux. Donc on a les pages de gauche qui se passent en France et les pages de droite qui se passent au Québec. Et en fait, on racontait, alors en fait, on découpait chacune à notre façon, on écrivait les dialogues à notre façon, ce qui fait que les personnages avaient vraiment deux façons très différentes de s'exprimer, des styles graphiques différents, des couleurs différentes. Donc, on voulait vraiment confronter nos différences de style et de réflexion pour incarner ces personnages. Et donc, mon personnage, Marley, est un personnage qui est très éloigné de moi. C'est une personne déjà qui vit au Canada depuis un bon bout de temps, qui est très chaotique, qui a un boulot très superficiel, qui a un compagnon avec qui la routine s'est très installée. En fait, elle est plus vraiment amoureuse et c'est un peu compliqué entre eux, qui est pas du tout mon vécu. Et pourtant, j'ai vraiment joué son rôle. J'avais vraiment l'impression de me mettre dans sa peau et de l'incarner avec mon trait, avec mes expressions, ma façon de rédiger des SMS, par exemple. Et j'en arrivais à un point où, par exemple, je faisais du shopping pour elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais à Montréal de passage. Et donc, je faisais les boutiques pour trouver des vêtements qui pourraient lui aller, histoire d'avoir une garde-robe un peu intéressante. Et c'est pas forcément des boutiques dans lesquelles j'achetais des choses pour moi, mais je repérais des modèles, j'allais sur leur site internet et tout. Et du coup, Marley porte des robes d'une boutique en particulier à Montréal. Je trouvais qu'il est assez bien. D'accord. Donc effectivement, ça c'est marrant. s'incruste un peu dans la vie par petites touches. On s'inspire forcément beaucoup de ce qui nous entoure. Hein. C'est évident, mais ça ne veut pas dire que tout est autobio pour autant. Alors, ça a quand même commencé. Ta première dessinée était très imprégné de ton vécu, puisque je dis ça et je perds la page internet, je suis pas journaliste, hein, je crois que tout le monde l'aura deviné, puisque toi tu as grandi à La Réunion, c'est ça? C'est ça. Et il me semble que ta première BD a un rapport, oui, c'est Un créole en métropole, c'est ça, la première BD? Non, ça c'est la 5e. Ah, super. Bien essayé. Ouais, t'es pas journaliste. Je suis pas journaliste. Non, la première, ça s'appelait L'île au temps suspendu. Et en fait, mes 5 premières parlent de La Réunion parce qu'ils étaient édités chez éditeurs réunionnais. D'accord. Et qu'il y a vraiment là-bas une forte demande de littérature qui porte cette identité-là. Donc c'était par demi-choix. Enfin, il se trouve que mes envies concordaient avec leurs attentes. Mais D'accord. moi, si on m'avait laissé faire, j'aurais fait de la fantaisie, clairement. D'accord, direct. Ok. Il se trouve que personne n'en voulait, donc je me suis débrouillée autrement. Et la première bande dessinée que j'ai faite, c'était vraiment de la fiction, c'est de la jeunesse. C'était l'histoire du temps qui s'arrête à l'île de la Réunion. Il reste 4 personnes qui sont les seules à être encore en mouvement et donc qui vivent dans cet environnement au temps arrêté. Ce n'est absolument pas autobiographique, évidemment. Ah bon? Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas La Réunion a pas forcément d'influence sur les œuvres que tu crées ou que tu as encore envie de créer? Celle sur laquelle je bosse en ce moment a un lien avec la Réunion.
Alors, à un moment, j'ai un peu saturé parce que j'en ai fait 5 sur ce sujet et je me suis dit que j'avais un peu fait le tour et j'avais envie d'explorer des sujets très différents. Ouais, D'autant plus que moi, je vis en métropole maintenant depuis 15 ans, donc ouais. j'ai aussi d'autres préoccupations que j'ai découvertes en vivant ici, en devenant adulte ici, qui avaient un peu remplacé ça, mais ça reste un sujet très intéressant et que je trouve très peu connu. Moi, je trouve qu'en métropole, les dom-toms, on s'en fout. En gros, on en parle quand il y a des cyclones ou quand il y a du rhum, hein. C'est ça. Et c'est à peu près tout. Et je trouve vraiment problématique quand même. Donc, Mm. c'est un sujet sur lequel là, je travaille en ce moment pour une prochaine BD, mais qui, contrairement aux 5 premières, ne sera pas adressé que aux Réunionnais. Donc, il sera une bande Mm. dessinée qu'on trouvera en métropole et qui sera bienvenue à nos amis oreilles. Donc, les oreilles qui sont les métropolitains Mm. en créole. Voilà. Bon, après, on va peut-être te laisser un peu souffler aussi, parce que c'est vrai que j'imagine que. Enfin, là, t'es parti en dédicace pendant hyper longtemps, parce que ta dernière BD est sortie en septembre dernier, donc c'était il y a quand même pas très longtemps. J'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent se dire alors, c'est quoi le prochain projet, la prochaine production quel est le prochain thème, etc. Alors que décemment, tu viens juste de digérer le truc. Non, en fait, il est digéré depuis très longtemps parce que je l'ai fini en décembre dernier. Et c'était une volonté de la part de Delcourt de le présenter à la rentrée. Donc, il a été 9 mois en gestation Mm. et moi, ça fait très très longtemps que je suis passée à autre chose. Donc, j'ai même dû me replonger un peu dedans avant la tournée de Ah dédicace, histoire de me ouais. rappeler ce que j'avais dit. Ce qui est pas forcément évident parce qu'avec du recul, on a toujours des choses à redire. Et quand je Ouais. me suis confrontée à l'épreuve des réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a plein de détails que j'aurais aimé formuler autrement, où j'avais pas été assez Mm. précise, où j'aurais peut-être dû prendre plus de pincettes. Donc non, c'est pas une naissance récente en fait. Même D'accord. si actuellement la rencontre avec le public est récente, mais la BD en elle-même, ça fait bien longtemps que je l'ai digérée. Moi, comme je suis pas du tout journaliste, j'en profite pour poser une question qui nous oblige à remonter un peu dans le temps. Tu vois, normalement, quand tu fais une interview, il y a une espèce de logique. Tu vois, tu parles de ça, ça, Oui, ça. mais nous, ça nous caractérise pas, la Vu que logique. mon cerveau est un foutoir, vu que pour ceux qui ne le savent pas, je suis une merde, eh ben j'ai le droit. Non, non, mais ce qui m'a interpellé, c'est quand tu parlais de la Réunion, quand tu dis, en gros, les dom-toms, les gens s'en foutent, et je suis plutôt d'accord avec ça, dans le sens où, pour moi qui n'ai pas grandi dans les dom-toms, je me rends compte que ça n'a jamais vraiment occupé la moindre place dans ma vie, ni de petit garçon, ni d'adulte. Je veux dire, j'en entendais pas parler, ni par les conneries que je pouvais bouffer à la télé, ni par le flash info, les machins, la Ou à radio. part par des gens qui disaient je vais en vacances là-bas, quoi. Oui, voilà, voilà, ça c'est ça, les gens qui reviennent bronzés en disant ouais, j'étais à la Réunion, c'était incroyable. Bon, mais sinon, est-ce que tu trouves, en tout cas à la Réunion, de ton ressenti, parce qu'une fois de plus, tu parles de toi, t'es pas experte de la Réunion, mais de toi. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui se ressent vraiment chez tout le monde, chez tous les habitants? Est-ce que chacun a ce ressenti un peu de ouais, on fait partie d'un pays en gros qui ne nous considère pas vraiment? Je pense que oui, ça Oui, mériterait un podcast entier. Et je ouais. sais pas si, encore une fois, si je suis la mieux placée pour en parler, mais je pense que le rapport de la Réunion à la métropole est très ambivalent. Moi, j'ai jamais eu de doute d'être française, hein. J'étais réunionnaise et française et j'ai jamais questionné cette identité-là. Je pense que les indépendantistes sont très, très, très minoritaires. Je pense que ce serait une très mauvaise idée parce que clairement, la Réunion n'est pas du tout autosuffisante, donc il faudrait pas être lâché tout seul dans l'océan Indien. En même temps, il y a beaucoup de complexes par rapport aux oreilles. Donc les oreilles, c'est vous, hein, je rappelle. Les connards, Euh, pardon, les métropolitains. Mais il faut dire que il y a toujours des restants de l'époque colonialiste qui vont s'exprimer à la fois par certaines attitudes qui peuvent être déplacées, certains complexes de supériorité vérifiés ou non, des complexes d'infériorité en face. Moi, je vois mes grands-parents se dévaloriser beaucoup, par exemple, par rapport aux oreilles. Clairement, ils étaient juste des petits créoles en fait, et il y avait Hmm. ce complexe. Et puis dans la société d'aujourd'hui, le niveau de vie des oreilles à La Réunion est toujours beaucoup plus élevé que celui des créoles. Le taux de diplôme est bien plus élevé, le taux de chômage est beaucoup plus bas, les oreilles ont enfin, statistiquement en moyenne des maisons plus grandes, plus souvent des voitures, etc. Ce qui est dû au fait que ce sont des gens qui viennent de métropole
Donc, ils sont des gens généralement diplômés, c'est beaucoup des cadres, des enseignants, des militaires, etc. Donc, qui vont forcément avoir un niveau de vie supérieur. Ouais. Donc, on a un peu des fois cette impression d'avoir des blancs parachutés qui arrivent et qui prennent les meilleures places, ce qui est problématique. Et c'est vrai que il y a eu un peu des efforts de discrimination positive qui ont été faits il y a quelques années pour pallier à ça, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de services où les PDG, c'était des oreilles qui débarquaient de métropole et les employés étaient des créoles, voilà. Et où Ouais. le fait d'accéder à ces postes-là n'était pas forcément possible pour les créoles. Ce Hmm. qui est tout aussi problématique que les boîtes qui sont dirigées par des hommes et où toutes les femmes sont en bas de la pyramide. C'est Ouais. exactement le même genre de schéma. Donc, un vrai problème. Bah, tu verras que au moins là-dessus, tu t'adresses aux bonnes personnes, puisque Anso et moi, on a créé une structure et je peux te dire qu'on est tous les deux au bas de la pyramide. C'est clair. Pour l'instant, on gagne pas Pour une le thune. moment, c'est marrant, il n'y a pas d'escalier à cette pyramide. Hein. Non, mais Mm. c'était pour l'équité, vraiment qu'on galère tous les deux. Non, mais c'est évidemment un sujet, comme tu dis, qui mériterait un podcast, voire 1000. Mais oui, je voulais avoir ton ressenti là-dessus parce que je trouve que je sais pas si c'est une sensibilité personnelle et je sais qu'Anne-So a la même ou si c'est quelque chose qui est plus général, mais souvent j'ai l'impression qu'il y a quand même des fossés entre des gens qui sont pas vraiment des fossés choisis et parce qu'il y a ce fossé entre nous, il peut y avoir un côté du fossé qui stigmatise l'autre et inversement, alors qu'en réalité c'est la faute de je ne sais pas quelle personne, je ne sais pas quel système, mais on est tous un peu, entre guillemets, on n'a pas vraiment choisi d'en être là, mais il peut y avoir beaucoup d'envie, en tout cas, de chaque côté du fossé, de comprendre un petit peu ce qui se passe en face, et puis d'échanger, de partager, en fait. Et ça marche aussi très bien sur ce que tu disais, pour, même si là on dérive un peu, mais sur la parité homme-femme, en fait. En tant qu'homme, moi, je sais que c'est très compliqué pour moi de savoir parfois où me placer parce que je veux pas trop parler pour faire genre, bah attends, parle pas d'un truc qui ne te concerne pas directement. Et en même temps, je ressens quand même beaucoup de choses et j'ai envie d'aider, quoi. Et tout dépend de la façon dont on le fait. C'est toujours pareil. Tu as le droit de t'exprimer sur tous les sujets. Ce qui est aberrant, c'est quand tu vois sur un plateau de télé que des hommes qui te parlent de ménopause ou que des hommes qui mettent en place des politiques anti-avortement. Enfin, je veux dire, ça c'est hallucinant. Mais toi, t'en es pas là parce que t'es ni Donald Trump, ni Pascal Pro. Ah, tu sais pas. Enfin, je veux dire... C'est un masque. Enfin, fort heureusement, dis-le-moi, parce que sinon, je vais la quitter, la pyramide. Hein. Mais voilà, en fait, tout ça, c'est un peu éloigné, mais moi, je voulais Oui. savoir à quel point c'était peut-être encore présent dans ta vie, tes origines de l'île de la Réunion, parce que je sais même pas quel âge tu as, mais moi, je sais que pour moi, qui vient d'un endroit bien plus perdu que l'île de la Réunion, parce que c'est Grésillac, un petit village de 600 habitants en Gironde, il y a quand même ce côté, c'est pas du tout la même histoire, attention, mais je trouve qu'il y a des similitudes à partir du moment où tu es un peu en marge. Et quand tu es dans la campagne profonde, tu peux très vite aussi te sentir en marge. Je viens aussi d'une famille où tout le monde s'est dévalorisé parce que forcément, on n'est pas allé à l'école, on sait à peine, on sait même pas écrire, je crois, pour mon grand-père. Et donc, il y a ce truc un petit peu de, quand je suis arrivé à Paris au début, quand on a fait de la radio avec Anso, pendant 15 ans, cette campagne-là, je l'ai pas du tout reniée, mais j'en avais tellement bouffé pendant 20 ans de ma vie que ça m'intéressait plus. Et en fait, après, j'ai eu un petit peu un espèce de retour de frisbee, tu vois, où en fait, tes origines, évidemment que tu es attaché quand même à plein de belles choses dans lesquelles tu as grandi, à des gens, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, même si on n'a pas encore trouvé exactement comment, on a envie, avec Anso et ma femme, de faire des choses pour la campagne, pour cette campagne-là un peu perdue, en se disant on a envie de créer des événements, apporter de la culture et voilà. Et ce sera d'ailleurs le prochain thème de ta BD, Lou. Voilà. Juste après Anso, la Franchement, diabétique. on en a trouvé 2. Je vais te dire, c'était un bon moment qu'on a nous, passé les droits là, hein. d'auteur. Non, tu vois, Après, je pense que la différence, bon, je suis pas de la campagne profonde, donc peut-être que je me trompe, mais la violence du rejet et du mépris vis-à-vis des dom-toms, c'est aussi que c'est institutionnalisé. Et je vais donner un exemple qui est en rapport avec mon métier. Donc, j'ai fait 5 livres à La Réunion. Et mon 6e, donc à l'époque, c'était encore un projet, c'était Goupil-ou-Face. Et pour Goupil-ou-Face, je sollicite une bourse du Centre national du livre qui attribue des bourses uniquement aux auteurs déjà publiés pour écrire des livres sur dossier.
Et les bourses sont corrélées au nombre de livres parus. Donc, il y a une petite bourse pour les auteurs ayant publié un livre. Ensuite, il y a une bourse intermédiaire pour les autres. Et pour vraiment les œuvres majeures, il y a une super bourse. Bon, celle-là, je rêvais même pas de l'avoir. Mais je me disais, voilà, j'ai 5 livres à mon actif. Je vais demander une bourse. J'aurai une bourse intermédiaire. Et le CNL, donc qui dépend directement de l'État, m'a répondu m'a donné une bourse, mais m'a donné une petite bourse. Donc, en fait, a considéré que mes 5 livres publiés à La Réunion ne comptaient que comme un seul. Et je suis toujours assez verte à ce souvenir-là, parce que je me dis que si ça avait été 5 livres publiés chez un éditeur normand, par exemple, je suis certaine qu'on m'aurait pas dit ça ne compte que pour un. Sans vouloir paraphraser le Seigneur des Anneaux. Mais j'ai trouvé ça... Ouais, t'as raison. En fait, t'as raison de donner cet exemple. Je trouve que c'est hyper important. Et puis après, sans vouloir faire de grands mots et de grosses généralités, mais on arrive souvent à des moments où tu dis, bah attends, mais je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vivre tous ensemble. Mais je comprends pas pourquoi, tu vois, les uns contre les autres, tu vois, sans parler de se castagner, mais tu vois, n'arrivent pas à s'entendre. En fait, il y a quand même plusieurs petites choses qui finissent par gangréner. Oui, il y a tout un passif. Et en l'occurrence, La Réunion fait quand même partie de l'État français et c'est quand même absurde d'entendre un truc comme ça, quoi. Donc je trouve que c'est bien que tu le dises. Moi, je trouve que c'est bien. Tu crois que j'avais pleuré? Non, je trouve que tu mouilles le maillot, Anso. Bravo. Non, mais bien sûr. Non, mais moi, je suis toujours hyper content aussi quand on peut être sensibilisé justement sur ce genre de sujet. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais savoir une fois de plus quand je te demande si tu veux parler de La Réunion dans des prochaines œuvres. Parce que maintenant, justement, que tu es là en métropole depuis un petit moment et que peut-être, t'es dans ton milieu, tu es plus que bien installé, il y a peut-être un moment où tu vas vouloir profiter aujourd'hui de ton statut pour dire je vais sortir une œuvre qui va parler de sujets sur lesquels les gens doivent ouvrir les yeux ou sur lesquels j'ai envie de sensibiliser les gens. Eh ben, ça arrive en mai ou juin de l'année prochaine. Donc, voilà, on en reparle quand vous voulez. Donc, c'est ça, en fait. C'est que oui, c'est ça. Que tu peux en parler sans en parler, quoi. C'est parce que c'est encore à l'état de... Il n'y a pas de promo dessus, c'est pas sorti, c'est pas... Voilà. C'est encore à l'état de travail. Il n'est même pas fini. Je suis encore en train de bosser dessus. Ah, trop bien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le sujet, comme effectivement ce que tu dis. Maintenant que j'ai une voix, maintenant que je fais partie des voix dominantes, je peux m'exprimer pour les minorités qu'on n'entend pas. Parce que les 5 premiers albums que j'ai faits, personne ne les lit en fait. Alors qu'ils existent, mais personne ne les lit. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir en parler, je vais être écoutée et je vais pouvoir peut-être apporter un peu ce sujet-là on va faire un petit pas de côté, mais il y a une bande dessinée adaptée du roman de Michel Bussy qui s'appelle Ne lâche pas ma main, qui est un thriller qui se passe à La Réunion. Donc moi, très contente, je me dis je vais l'acheter, je vais l'offrir à mon père, ça va lui faire plaisir parce qu'il adore le thriller et il est réunionnais, donc ça va lui faire très plaisir. Et avant de lui offrir, je la lis et en fait j'ai été effarée par les erreurs de représentation et le regard très colonialiste de la bande dessinée qui vont d'erreurs toutes basiques comme le fait que le créole qu'ils mettent, c'est pas du créole réunionnais, donc ils se sont juste trompés. D'accord. Le nom des endroits, des plages, ça colle pas. Il y a plein de choses. En fait, on sent qu'il y a un peu une volonté de placer comme des tokens certains mots de créole réunionnais pour faire genre ah oui, ça se passe bien à La Réunion. Mais par exemple, on a un personnage qui dit eh oui, c'est moi là, Catherine, descendante de Malbar, je sais pas quoi. Et c'est comme si quelqu'un disait eh oui, c'est moi là, maghrébine, descendante, je sais pas, ch'ti. Personne ne dit ça en fait. Donc il y a vraiment un côté qui force un peu le trait. Ouais, où tu sens que La Réunion est utilisée vraiment pour créer un gros décor pour faire rêver, quoi. Ouais. Et on est après dans du thriller, donc on a une île sauvage gangrénée par la prostitution, la drogue, l'alcool et les meurtres. Et les policiers, donc qui sont les représentants de l'État, qui vont essayer de remettre de l'ordre de cet endroit horrible. Et on a des pauvres oreilles qui sont poursuivies, pris au piège un peu sur cette île sauvage et atroce. Et c'est juste une vision horrible, je trouve, de La Réunion. Et je me dis, voilà, ça, c'est une représentation faite de La Réunion par des gens qui, de toute évidence, ne sont pas réunionnais parce que sinon, ils feraient pas des erreurs, mais au premier degré. Ça a l'air moderne, en tout cas, comme ouvrage. Enfin, je veux dire, tout ce que tu décris, t'as l'impression que c'est un livre qui est sorti il y a 100 ans, quoi.
Enfin, je trouve que Et c'est non pas du tout seulement, moderne. non seulement il n'est pas sorti il y a 100 ans, mais en plus il est en tête de gondole dans toutes les librairies parce que c'est du Bussy et que Bussy c'est un gros vendeur. Donc moi, cette BD, on me l'a recommandé chaudement. Ah ouais, t'es de La Réunion, tu devrais lire ça se passe à La Réunion. Mais en fait, les lecteurs métropolitains n'ont aucune idée des erreurs qui sont véhiculées dedans. Pour moi, c'est une œuvre extrêmement raciste, en fait. Ouais. Et justement, le fait de pouvoir, moi, en proposer une qui sera plus juste, ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est vrai qu'il y a tellement de... Enfin, c'est plus que enfin, c'est du manque de respect, de la condescendance, en fait, de se dire, je vais parler d'un endroit, de sa culture, mais je vais survoler le truc parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est aller à une plage de cocotiers. On va regarder vite fait sur Google sans vérifier les sources. Voilà, je vais marquer tel mot, et puis je vais le balancer. Et au pire, parce que tout ça, évidemment, je dis pas que c'est pensé consciemment par les gens qui font ces œuvres-là. Du coup, je l'espère pas. En tout cas, je l'espère pas. Mais il y a quand même ce côté de se dire, bah, même si les gens concernés, ils se disent que c'est pas très vrai, ils représentent une minorité. Même s'ils gueulent sur les réseaux sociaux, on les verra pas, on les lira pas. Allez, c'est bon, next. Et Non, mais juste, ça remet horrible. Ça remet aussi son métier en question. Ça veut juste dire, mec, t'as pas beaucoup bossé en fait sur ce. D'une part, mais d'autre part, en fait, ce genre d'événements qui peuvent, je pense, pour certaines personnes, paraître comme étant un détail, tu vois, c'est tout sauf un détail. Parce que c'est le problème de toutes les tensions, justement, qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et puis, c'est vraiment un manque de respect. La moindre des choses, quand on parle d'un sujet, c'est de se renseigner à fond. Et si on n'est pas très renseigné, de pouvoir dire dans son œuvre avec humilité, voilà, c'est ce que j'en ai compris, mais moi, je suis pas toujours très fut-fut, donc désolé. Non, mais évidemment que dans une œuvre... Ce serait hyper drôle d'avoir un gars comme ça qui met, tu sais, moi, je passerais fut-fut. Dans une œuvre fictionnée, tu peux pas faire passer ce message-là aussi au travers d'un personnage tu peux pas faire parler des gens en créole et après dire à la fin, bon, si le créole était pas bon, désolé, je suis bête. Non, tu peux pas faire ça, mais ça manque, ça manque d'humilité. Il y a beaucoup de condescendance, beaucoup d'envie de faire vite et de prendre un pays pour ce qu'il est. Enfin, un pays. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est parce que je pense au Brésil aussi où j'ai vu un film. Ma femme, elle est brésilienne et j'ai vu un film aussi français qui se passait au Brésil et j'avais trouvé ça grotesque parce que les Brésiliens, comment ils étaient représentés et tout est à Copacabana, à Rio, comme si Rio c'était le Brésil et de la merde. Et même le portugais était mauvais. Ils ont même pas pris des vrais Brésiliens ou des gens qui parlaient un peu portugais en se disant ouais mais bon il est mat de peau, il va passer pour un Brésilien, mais c'était horrible ouais, c'est exactement ça et c'est terrible quoi d'oser faire des choses comme ça et donc d'utiliser le pays là pour le Brésil parce que c'était joli dans le film ou la Réunion dans ce livre-là parce que ça fait un joli cadre pour une histoire et c'est vendeur, mais c'est pas possible quoi de raisonner comme ça. Surtout que nous Français on est quand même les premiers à dire ouais les Américains comment ils nous représentent là tout le temps avec notre béret et notre baguette, ça nous saoule. Donc c'est quand même hallucinant de faire ça avec des gens de notre propre pays, quoi. Mais je pense que c'est une démarche qui va se démocratiser de plus en plus, notamment avec la jeune génération qui arrive, les gens qui ont la vingtaine actuellement, qui sont très très sensibilisés au concept d'appropriation culturelle, de faire attention aux autres. Et c'est une démarche, je pense, qui va gagner du terrain, clairement. Je pense par exemple là aux bandes dessinées de Zero Calcare, qui est un auteur italien qui a beaucoup bossé sur certains conflits à Shanghai, Kobane Calling, etc. Et où il a toujours une démarche très humble en disant bon bah voilà, moi je suis un homme blanc italien privilégié, je vais sur place, j'enquête sur ces conflits-là, sur le mode de vie de ces gens-là, mais c'est pas moi, c'est pas ma vie et désolé si je fais des erreurs. Et il a quelque chose comme ça dans sa démarche de très prudent et que je trouve vraiment admirable parce que il reconnaît que en fait, quelque part, il se donne une légitimité à en parler en précisant bien que son point de vue est un point de vue extérieur. Et je trouve ça d'être une excellente démarche parce que c'est pas non plus parce qu'on n'est pas concerné qu'on va pas parler de sujets, parce que sinon on n'entendra parler que des sujets qui touchent la majorité. C'est très important aussi de mettre en lumière des sujets plus minoritaires. Ouais. Mais quand une personne majoritaire donne sa voix à un sujet qui est plus confidentiel, voilà, un homme qui parlerait de femmes par exemple, peut-être stop la pin-up qui bronze sur l'aile de l'avion avec les seins à l'air comme ça a pu se faire dans la BD à papa et peut-être c'était très dangereux d'ailleurs pour cette pin-up hein. Ouais, je crois qu'on l'a jamais retrouvé. C'était vraiment pas sécu hein. On l'a jamais retrouvé. Donc voilà, je pense que c'est une démarche qui progresse dans le bon sens. En tout cas, je suis très optimiste à ce sujet et je pense que petit à petit, les nouveaux arrivants vont apporter une démarche plus saine
Voilà. Bah, c'est très bien de parler de nouveaux arrivants, mais moi, en tout cas, de ce que j'entends quand tu parles de jeunes générations et de nouveaux arrivants, enfin, j'ai l'impression que tu es quand même totalement dans ce groupe-là. Tu fais partie de ces gens-là. Et Ben non, pourquoi? non, à 10 ans près. Ouais, mais Il en enfin, a je veux sous dire, la botte, lui, t'es pas en fin de carrière, quoi. T'es encore. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis pas en fin de carrière, mais j'ai quand même 14 ans de carrière derrière moi. Hmm. Ce qui fait une grosse différence avec des auteurs qui démarrent aujourd'hui, qui sortent d'études et qui ont une vision du monde un peu différente. Ça suffit à faire une différence, en fait. Et là, je le vois parce que je travaille avec une dessinatrice qui est plus jeune que moi, qui a 7 ans de moins que moi, qui sort d'études. On travaille ensemble sur un projet. Et clairement, elle apporte toutes ces valeurs-là, là où moi, je les ai pas forcément mises. Donc moi, je suis scénariste, c'est mon histoire. Et elle, par exemple, elle a pris les personnages et elle m'a dit, mais l'histoire, elle se passe dans le désert, il n'y a aucune raison que les personnages soient blancs. Donc en fait, je vais leur faire une pommade. Et moi, j'y avais même pas pensé, parce que j'avais pas forcément cette réflexion-là. De la même façon, elle fait très attention à l'appropriation culturelle. Elle veut pas... elle va pas pomper une culture et la représenter en la déformant un peu. Non, elle va vraiment avoir une démarche de recherche et de rendre crédit à tout ce qu'elle a emprunté. Et notamment, là, elle parle de faire un cahier graphique à la fin de l'album pour pouvoir restituer ses sources et dire, voilà, tel motif est inspiré du Kazakhstan, tel type de palanquin, ça vient d'Arabie, par exemple, et tout ça, pour pouvoir avoir une démarche honnête intellectuellement vis-à-vis de son public, chose que j'aurais jamais pensé faire non plus, parce que moi, c'est pas dans mes valeurs, mais je pense que elle, étant de la génération juste en dessous, a justement à cœur d'avoir cette approche-là. Ouais. Et d'être, comment dire, légitime dans son processus. Donc, je trouve ça très, très bien et c'est vraiment intéressant de travailler avec une personne plus jeune et de pouvoir confronter nos points de vue. Après, je dis pas que c'est que tout positif parce qu'on a aussi des grandes discussions où elle est littéralement en PLS en train de se dire mais oh là là, mais les gens, ils vont penser que je suis raciste et tout parce que j'ai mis un personnage noir et qu'on voit ses abdos, est-ce que je l'ai trop sexualisé? Je fais non, non, mais en fait, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Je peux Donc, comprendre. c'est intéressant. C'est Et intéressant. c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération justement qui est extrêmement vigilante Oui, c'est ça. sur plein de sujets et aux yeux de certains, ça pourrait être trop vigilant, survigilant. Et il y a beaucoup de survigilance peut-être, mais c'est évidemment pour rééquilibrer Ouais, c'est ça, toutes ces tout années. tout ce qu'on n'a pas eu avant. Et évidemment que la troisième phase derrière des générations suivantes, ce sera, je l'espère en tout cas, qu'on se posera même pas la question. Exactement. Puisqu'il y aura plus ces influences racistes ou hyper machistes, etc. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, Je trouve que le mélange est beau, en fait. Si on peut justement mixer tout ça, ça permet peut-être d'atteindre pas un milieu, mais en tout cas une harmonie vraiment pertinente. Parce que si on laisse les jeunes s'adresser aux jeunes et les vieux s'adresser aux vieux, on maintient ce fossé un peu entre générations, mais en ayant des collaborations et des échanges, ça peut être hyper puissant. Hein. Voilà. Enfin, bon, après, on n'est pas, je suis pas non plus une autrice, enfin un vieil auteur cinquantenaire qui dessine des pin-ups. pour l'instant. Pour l'instant. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Voilà, on verra. Bon, en tout cas, moi, je suis très content qu'on Ouais. se soit parlé, Lou, parce que des fois, il y a quelque chose qui te touche chez quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc, enfin, je sais pas, tu as toujours envie de creuser un petit peu. Moi, ce que j'attendais avec ce podcast, c'est rien du tout, à part faire ta connaissance. Ce qu'on a eu la chance de faire avec Anso et tous les gens qui nous écoutent. Faire la connaissance dans un premier temps de ton travail, mais évidemment, c'est pas en parlant comme ça pendant 40 minutes qu'on va donner aux gens envie forcément de lire ce que tu fais. Puis c'était pas le but, c'était vraiment plus d'échanger avec toi, de te connaître, quoi, de sentir quelle était ta sensibilité, ton histoire. Et tu vois, rien qu'avec des petits bouts de discussion à droite à gauche et en mettant comme ça les pièces du puzzle ensemble, Ouais. je trouve que... Et puis moi, je vais te dire, Lou, je vais les lire. Ouais, je finirai pas cette Je phrase. vais les apparemment. lire, tes BD de la Réunion. Je vais les lire, tes BD qui viennent de là. Cool. Ouais, on va peut-être... L'année prochaine, on en reparle quand vous voulez. Moi, j'en ai lu qu'une pour l'instant, donc je suis un peu à la bourre. Après, je t'ai dit que ta 5e BD, c'était la première, donc on voit que je suis pas hyper renseigné. Mais ce qui est sûr, c'est que Si ça je t'en m'a... conseille une, Ouais. si t'en veux une à lire, commence par Et à la fin, il meurt. D'accord. Il parle des contes de fées, c'est de l'humour noir pour Ok. expliquer les origines des contes. Ah Et oui, super. C'est celle, je pense, qui est la plus, j'ai envie de dire la plus grand public, enfin en tout cas qui va parler au plus de monde. D'accord. Donc si t'es curieux de lire autre chose de moi, je te dirais commence par celle-là. Ok. Elle est juste chill en fait, elle est moins spécifique que les autres Ouais. et
et généralement, elle accroche pas mal de monde. Et pour les auteurs, est-ce que, vu que je n'y connais rien, est-ce qu'il y a un meilleur moyen d'acheter vos œuvres en tant que vous, auteur? Est-ce qu'il vaut mieux passer dans un magasin physique, prendre directement sur le site de l'auteur? Comment ça se passe pour que vous vous en sortiez le mieux? Alors, à part l'auto-édition, qui est un monde complètement à part, mais dans l'édition classique, il n'y a aucun moyen de donner plus d'argent à l'auteur de façon directe. En fait, nous, on est payé en pourcentage sur le prix de vente de la BD. D'accord. Donc, typiquement, 10% sur un album à 25 euros. Moi, je touche 2,5 euros par BD et à la fin, il meurt. Ok. Et ça ne change pas. Donc, quitte à faire un achat éthique, c'est évidemment éviter Amazon, qui est la plateforme la moins éthique du monde. Et c'est plutôt se rendre chez votre libraire de quartier. Parce que l'économie des libraires est quelque chose d'un peu tendu. C'est vraiment pas facile pour eux. C'est des gens, il y a beaucoup de difficultés dans ce métier. Donc faire vivre le libraire en bas de chez soi, c'est carrément bien. Donc voilà, l'achat le plus éthique pour le coup, c'est pas envers les auteurs, mais c'est envers les libraires. Ok, super, merci d'avoir précisé ça, c'est super important. Et puis, va te chercher un ristretto parce que je peux te dire que 2,50 € arrive bientôt sur ton compte. Je te le dis, voilà, tu peux C'est y le aller. prix d'un ristretto de Je sais pas, je me dis, t'es vers Paris là, donc ça doit être ça. Hein. Ouais, enfin, c'est ça. quoique même, Ouais. je sais pas. Bon, tu nous diras ce que tu as fait avec tout cet argent. On parlera des prix des cafés dans un autre podcast. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. J'espère que ça allait pour toi parce qu'on est un peu deux personnes faux folles et pour ceux qui nous connaissent pas, des fois c'est un peu c'est qui ces gens. Ouais. Mais j'espère. Pas grand plaisir de discuter avec vous, pas de souci. Bon, Tout va ça bien. c'est trop gentil. Eh ben écoute, merci beaucoup Lou, comme ça on coupe l'enregistrement et tu pourras nous dire la vérité juste après. Et on invite tout le monde à taper Lou Luby sur Google, allez voir ce qu'elle fait comme bande dessinée, sur Instagram aussi si vous voulez la suivre. Et c'est toujours sympa. Moi, on parle souvent de manger bio, manger éthique. Je pense que c'est important aussi de vivre bio, vivre éthique, de lire bio, lire éthique. Et quand on sent qu'on a une belle personne humaine en face de soi, qu'elle soit en train de faire des kebabs ou des bandes dessinées ou des vidanges sur les Peugeot 207, adressons-nous à cette personne quand on a besoin de ses services. Je t'ai bien fait ta promo là, non ? C'est magnifique. Je pense que je vais me mettre au kebab. Merci beaucoup Lou, à très vite. Salut. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 €, 5 €, 10 €, 100 €, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.